Et donc autour de la table, Julie de la Sablière, salut Julie, fondatrice de Little Wing, Nicolas Van Bremersch, salut Nicolas, bonjour Stéphane. Fondateur de Spin Tank, mais aussi président de Renaissance Numérique, et Mathieu Courtecuisse, salut Mathieu. Salut Stéphane. Fondateur de SIA Partners. Alors, comme je le fais assez régulièrement, je vous précise qu'on enregistre là à l'heure pendant laquelle Emmanuel Macron est en train de parler. Donc au moment où vous regarderez ou vous écouterez cette émission, vous en saurez plus que nous sur ce qu'a dit le président. Et en même temps, moi j'ai fait mes devoirs ce matin, j'ai écouté l'ensemble de ceux qui sont censés savoir, les éditorialistes, tout ça, machin, etc. Et personne ne s'attend à ce qu'ils disent des choses fracassantes au-delà de ce qu'il a déjà très largement dit. Pas de référendum, pas de changement de Premier ministre, et cette phrase intéressante, j'en avais débattu autour de cette table, la foule n'est pas légitime par rapport aux représentants du peuple. Elle est intéressante cette phrase, je ne sais pas si vous avez un avis là-dessus. Nicolas, tu as un avis sur l'utilisation du 49.3 qui reste totalement légitime. On rappelait hier, ce que je l'ai appris, j'avais oublié moi cette histoire, que Rocard fait passer la CSG, qui est quand même un socle aujourd'hui du financement de l'État, mais enfin de la sécurité sociale, pardon, on va dire des finances publiques, un socle sans doute le plus important avec la TVA, voilà, c'est aujourd'hui les deux plus importants impôts de l'État. Soit dit en passant d'ailleurs, c'est important dans la réflexion qu'on peut avoir sur l'impôt, ce sont deux impôts qualifiés d'indolores, c'est-à-dire à aucun moment on ne vous demande de faire un chèque spécifique pour payer la TVA, à aucun moment on ne vous demande de faire un chèque spécifique pour payer la CSG, et ce sont des impôts qui fonctionnent, sur lesquels vous pouvez jouer de manière plus ou moins discrète, mais qui en tout cas, dont les modifications passent, pas toujours, on l'a vu avec les retraités et la CSG sur les retraités, mais quand même assez régulièrement, comme une lettre à la poste. Voilà, c'était pour vous permettre de réfléchir, cette espèce de petite péroraison sur la fiscalité nationale. Et donc cette CSG n'était passée qu'avec 5 voix de majorité dans la loi de finances 1991, passée par Michel Rocard. C'était aussi un amendement au projet de loi de finances de la sécurité sociale. C'est exactement la même configuration qu'on l'avait vu pour la réforme des retraites. Et c'est d'ailleurs un des sujets. Je pense que dans les multiples erreurs qui ont pu être commises dans le process de cette réforme, dans son cheminement démocratique, Vas-y, comme le dit le président, c'est la manière dont en fait ils ont un peu dramatisé le recours au 49.3 eux-mêmes, en disant à longueur de plateau qu'ils ne voulaient pas y avoir recours. Ce qu'on essayait de leur faire dire, c'est qu'ils n'auraient pas recours au 49.3, donc ils ont toujours été prudents en disant on ne veut pas y avoir recours. Mais faisant ça, ils ont quand même dramatisé son usage, alors qu'on l'a utilisé une centaine de fois, effectivement, depuis que la Constitution est totémisée. Et ce qui fait qu'en fait, aujourd'hui, l'usage du 49.3 est un déni de démocratie, mais quelque part, c'est eux qui ont un peu installé ce narratif-là dans l'opinion. Et pourquoi ils ont fait ça ? En fait, je pense qu'ils l'ont fait pour mettre la pression sur les LR, pour dire, en fait, il faut absolument que cette réforme aille au vote. Et je pense qu'Elisabeth Borne, comme Emmanuel Macron, parce qu'il faut se rappeler que la loi Macron, à l'époque où il était ministre de l'économie, qui voulait absolument faire passer au vote, il avait passé des heures, Emmanuel Macron, au Parlement pour essayer de convaincre les uns après les autres les députés. Lui pensait que sa réforme allait passer au vote. Et finalement, Valls a décidé l'usage du 49.3, ce qui a été un échec pour lui. Donc ce qui a été d'ailleurs le début de la rupture entre les deux. Absolument. Et moi, je les crois, en fait, sincères dans leur envie d'aller au vote. Et donc, quand ils disaient on ne veut pas avoir recours au 49.3, le problème, c'est que là où la hantise de Macron, c'est les frondeurs, il a réussi à rassembler son camp. Donc, il n'y a pas eu de frondeurs dans la majorité présidentielle. En revanche, les frondeurs ont été chez LR. Et là, très clairement. Donc c'est l'échec. Et quelque part, en installant ça, et c'est ce qu'on voit partout. Là, c'est vrai que l'usage du 49.3 en soi est devenu ce qui a mis le feu aux poudres et ce qui a déclenché cette espèce de rejet et cette question aujourd'hui qui est la fragilisation presque des institutions et en tout cas du débat démocratique. Tu as raison. Enfin, c'était déjà pas la fête au village avant le 49.3. C'était déjà pas brillant, mais c'est vrai que le dramatiser n'a rien arrangé. Et c'est eux qui l'ont dramatisé. Nicolas ? Ouais, moi, je trouve que je suis tout à fait en ligne. Je pense que Macron a un problème de contrat relationnel avec les Français. Il n'est pas fixe. Il n'est pas net. Et il évolue entre des postures d'accompagnement. Voilà, il est plutôt un peu le stratège, le père, mais on ne sait pas quel père il veut être. Il n'est pas reconnu comme père par la majorité des Français, d'ailleurs, qui refusent le contrat que Emmanuel leur propose. Et le reste du temps, il a un contrat qu'il nous voit qui est pas fixe. Et c'est un peu... Et l'autre point, c'est sur le fond.
dans les stratégies qu'il vise, il évolue un peu, il est très plastique. En gros, cette réforme elle-même, on savait pas elle a commencé par la justifier par une ligne politique assez forte sur un nouveau contrat de travail entre les Français. On va tous travailler plus ensemble, c'est important pour nos défis collectifs, pour financer nos systèmes, etc., etc. Ça a été complètement abandonné en cours de route pour essayer d'en faire à un moment une réforme de justice. Ensuite, voilà. Et du coup, en fait, tout ça se résout dans sa tête, je pense, de manière assez nette, mais il essaye de l'imposer à la fin. Et il a tout, et le contrat relationnel où il essaye plein de choses. Depuis 6 ans, il a testé 1000 manières de faire, mais c'est pas fixe. Et du coup, en fait, le peuple est perdu. Et à la fin, ça se termine toujours par une posture d'autorité et d'ordre. Où il essaie, parce que c'est son camp de base, c'est son camp de repli, c'est remettre de l'ordre dans les choses et puis au moins faire avancer le pays. Et alors, d'un certain point de vue, ça peut marcher, mais ça brutalise à chaque fois et du coup, ça crispe de plus en plus, ça recrée de la colère. Voilà. Et là, cet épisode-là, c'est un peu symptomatique de cette méthode. Et qui l'emmène dans une impasse un peu difficile parce que là, il va y avoir un refus. Et je pense qu'on ne va pas avoir des émeutes, etc. On va avoir cette victoire à la Pyrrhus, un peu molle, mais qui ramène encore de plus en plus une structuration sur le calme. Sur le calme populaire, c'est un peu comme l'inflation. Oui, c'est difficile à anticiper. Surtout pas parier quoi que ce soit là-dessus. Mais je suis à fond d'accord. Ce qui est dommage, parce qu'il y avait une cohérence. Julie, t'étais là, toi, au début du truc. Pour moi, cette phrase qu'on lui a reprochée 100 fois, et qui est pour moi, c'est son manifeste, c'est « traverser la rue, vous aurez du boulot ». C'est son manifeste, c'est l'action individuelle, c'est donner à chacun la chance de pouvoir traverser la rue, de pouvoir se réaliser, de libérer toutes les énergies, etc. C'était une cohérence. Et elle s'est perdue. Non, mais en fait, c'est intéressant parce que effectivement, j'étais un peu là au début. Et en fait, dans ce logiciel macronien, c'est effectivement l'idée que tout individu à qui on donne des capacités de se développer et de franchir la rue et de s'épanouir dans ce qui est l'épanouissement selon Emmanuel Macron, va s'en servir et va l'utiliser. Sauf qu'on est en France où en fait tu donnes ce récit-là aux États-Unis, c'est déjà le récit national quelque part. Et là où nous, on a un récit très, très fort sur l'égalité, et quelque part, tout le logiciel macronien se fracasse à cette réalité. Gens de pays qui disent, mais en fait, nous, c'était mieux avant, quoi. Donc, nous, on veut préserver ce qu'on a, en gros, et pas forcément acheter ton histoire de dépassement, etc. D'où il fonctionne très bien auprès de certaines catégories de la population, mais il y a un rejet assez massif d'une autre catégorie qu'il y a en fait toujours eu depuis le début, et par rapport à ce qu'il incarne et ce qu'il représente, et à ce discours-là où en fait les gens n'achètent pas son récit de l'épanouissement et quelque part du dépassement de soi que lui, c'est comme ça qu'il voit la vie quelque part. Donc c'est vrai que ça reste une ligne de fracture très forte, quoi. Et c'est sur l'égalité que tu as raison, c'est sur l'égalité qu'à un moment tu as du mal à concilier, ou enfin tu essayes de concilier et tu n'y arrives plus. Oui, exactement. Mathieu ? Non, parce que Mathieu, il me disait, il s'en fout complètement de cette histoire. Non, en fait, c'est pas ça. C'est pour ça que je te laissais un peu à l'écart. Non, mais moi, j'ai envie de dire tout ça pour ça, parce qu'en fait, c'est une réforme pour presque rien. Et en réalité, ça pose 2 questions, parce qu'en fait, les régimes de retraite français plombent la compétitivité du coût du travail en France. Donc, c'est une réalité. Tous les benchmarks le démontrent. Et donc, la question est absolument pas résolue. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'on rentre dans un contexte inflationniste avec des taux d'intérêt qui sont revisités et que, en fait, la dégradation inexorable des finances publiques vont nous amener à repenser à nouveau une réforme des retraites à un moment donné. Parce que cette réforme n'est ni faite ni à faire. Et donc, comment on va le faire dans ce marasme général ? Enfin, je ne sais pas pour la prochaine élection présidentielle s'il y aura quelqu'un qui sera capable de dire il faut refaire une nouvelle réforme dans le prochain quinquennat. Enfin, il sera obligé. Il me semble qu'il sera obligé, mais dans le contexte après, il peut le faire. qu'il est aujourd'hui... Il peut le faire de manière plus habile. C'est vrai que quand tu regardes après, quand tu décortiques le truc, tu te dis à un moment, tu laisses tomber les 64 ans, quoi. En fait, fondamentalement, sur les équilibres financiers que tu veux retrouver, t'accélères la réforme Touraine, laisse tomber les 64 ans, ça va le faire. Et à un moment, on se retrouve, c'est exactement ce que disait Nicolas, avec un gars qui... ça lui échappe et donc posture d'autorité, quoi. Voilà, mais donc du coup, il va falloir remettre sur le tapis à un moment donné la question des retraites, là où on aurait pu espérer la résoudre au moins pour une dizaine d'années, le temps de voir comment le marché du travail fonctionne, comment l'espérance de vie évolue, etc. Et là, c'est quand même, ça va être très très compliqué pour un prochain candidat d'une
on va dire, du parti de la raison de revenir sur un sujet comme celui-là, parce qu'à mon avis, c'est cramé pour un certain nombre d'années. Et si c'était un sujet, en fait, pour regagner la crédibilité de la parole de la France vis-à-vis de ses créanciers, etc., il y a cet article intéressant des Échos hier qui montrait que l'accueil a été quand même relativement nuancé des agences de notation, parce qu'effectivement, on voit bien qu'il a planté un drapeau quelque part sur son volontarisme et son envie de réformer, mais que tous les observateurs voient bien aussi que ça entame sa capacité à poursuivre cette dynamique de réforme dans la durée, quoi. Il fait la une de Wall Street Journal quasiment tous les jours. Ouais. Donc là, même, il était encore aujourd'hui. Ah tiens, on peut peut-être récupérer, je le dis juste à la régie, je ne sais pas si elle l'a mis de côté, on pourra peut-être pas la récupérer, mais l'image que brandit une manifestante qui était à la une du Wall Street Journal au milieu de la semaine dernière, où elle lui met une perruque de Thatcher. Et je suis abonné, hein, donc voilà. Et je me disais, cette manifestante ne le sait pas, mais en fait, elle rend service à l'ensemble des contribuables français, peut-être. Ça lui donne une petite stature de président courage quand même dans la communauté financière internationale, même si de fait, il y a quand même des analystes qui sont dans le... voilà, elle est là. Regarde de près. Voilà, mais même, ça apparaît tous les jours en entrefilet. Enfin, c'est pas forcément la une à proprement parler, mais donc ça lui donne quand même quelque chose de positif. D'ailleurs, c'est la même chose sur Financial Times. Donc voilà, mais bon, c'est pas eux qui sont dans la rue aujourd'hui, évidemment, mais ça lui donne quand même un peu de crédit international dans la capacité à toujours avancer. Mais moi, à titre personnel, je suis pas sûr. Les gars, ils regardent quand même un tout petit peu, même si il faut pas. Comment dire, il ne faut pas penser que ceux qui aujourd'hui achètent la dette française, ou même la note d'ailleurs, hein, dans les agences de notation, sont des experts de nos finances publiques. Absolument pas. Moi, il se trouve que il y a quelques années, j'en ai rencontré un, je suis tombé de haut sur... en fait, sa relative méconnaissance du dossier, vu la complexité du dossier. Donc, mais il voit bien que c'est une réformette, ça, je pense qu'il le voit, et il voit la difficulté à il regarde surtout les poubelles, il regarde surtout, aux États-Unis, il y a surtout des images de poubelles dans les rues de Paris, et il y a des touristes qui repartent et qui annulent leur voyage pour venir. Voilà, c'est surtout ça qui apparaît en premier. Mais cet argument, moi, Julie, en fait, il me fatigue. C'est-à-dire, je l'ai vu ressortir cet argument à la toute fin. Je dois dire que moi-même, c'était, je ne sais pas si vous vous souvenez, ça a commencé très très fort au moment de l'élection de Hollande. Donc évidemment, c'était la finance sans visage, etc. Je discutais beaucoup avec une économiste merveilleuse qui a un peu vrillé très très à gauche à l'époque, qui s'appelait Karine Berger. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Karine Berger, qui était députée, députée de Gap, là. Dans le Sud. Et elle était en contact direct avec les investisseurs. Et elle disait, mais n'importe quoi, enfin voilà, ça n'a aucune importance, quoi. La France est au cœur du premier marché de consommation du monde, c'est-à-dire au cœur géographiquement de l'Europe. L'impôt rentre, les institutions sont solides, le système fonctionne, et donc la dette française, elle est en béton, quoi. Alors oui, tu peux jouer... Tu vas gagner 40 points de base en plus ou en moins, mais t'as quand même les intérêts de la dette, quoi. Ça change un peu tes économiques, ça. Oui, mais il n'y a jamais eu depuis plus de 10 ans, que moi-même d'ailleurs j'ai participé à cette espèce d'hystérie à un moment autour de « on va attaquer la dette française ». Il n'y a jamais eu de réelle menace parce que tu as plus de 90% des gens qui doivent payer l'impôt qui le payent. Voilà. Tant que ça tient. C'est un système qui fonctionne. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'en 2032. Jusqu'en 2032. Non, mais à ce propos, Édouard Philippe, je sais pas, vous n'avez pas eu le temps, mais Édouard Philippe, ce qui va peut-être nous amener sur le prochain sujet d'ailleurs, a parlé des détosceptiques ce matin dans le Figaro. Et il dit ce matin dans le Figaro, les détosceptiques à l'égal des climato-sceptiques font peser sur les générations futures et sur nous-mêmes, dit-il, très justement. Des risques considérables. Les détosceptiques, c'est quand même 95% des Français après le quoi qu'il en coûte. Hein. Ouais. Comment tu veux que moi-même j'ai été saisi de pas détosceptisme, je dois dire. Non, mais c'est ce que tu viens de dire aussi. Enfin, le détoscepticisme, c'est exactement ce que tu viens de dire. Oui, tu as raison. Tu vois, donc évidemment, quand on a cramé autant d'argent public qu'on l'a fait pour le Covid, tous les gens qui se disaient l'argent magique n'existe pas, etc. Tout ça, c'est pas vrai, ça n'existe pas. Donc je pense que c'est. Enfin, ça a existé. Voilà. La dette du Covid reste de l'argent magique tant qu'il est dans les coffres de la Banque centrale et il n'en sortira jamais. C'est de l'argent magique. Mais effectivement, c'est une faible part de l'ensemble de notre dette. Ça marche aussi quand tous les pays font la même chose en même temps. Mais parce que tous les pays ont fait la même chose en même temps. Là, c'est terminé. Hein. Ok, on a fait le tour là-dessus. On a tout dit. On a tout dit. Ouais, on a tout dit. Et il n'y a pas, à aucun moment, Mathieu,
le climat français ne déteint sur les grandes entreprises françaises. C'est-à-dire, à aucun moment, il y a l'idée que nos grandes entreprises peuvent être empêchées d'une manière ou d'une autre de faire ce qu'elles auraient envie de faire parce que leur pays traverse une crise politique. Après, les grandes entreprises françaises, ça dépend de leur exposition au marché français. Il y a quand même des différents cas de figure dans les entreprises françaises. C'est vrai. Si tu prends les grandes banques françaises, par exemple, elles sont quand même très exposées à ce qui peut se passer sur le marché français. Ouais. Il suffit qu'il y ait un problème sur l'immobilier, etc. On verra assez rapidement ce qui peut se dérouler sur le marché français. Donc, non, les grandes entreprises françaises restent quand même assez ancrées dans le territoire pour plusieurs raisons. Et après, il y a plein de sujets de communication qui vont derrière, les surprofits, etc. Enfin bon, à chaque fois, il y a des éléments, mais c'est très défensif. Voilà. Après, non, la conjoncture française pèse quand même dans le bilan de ces entreprises, quoi. Yes. Le GIEC, rapport des rapports. Julie, sujet que tu suis avec passion. Donc là, alors, je vous ai mis, c'est parce que c'était la une des Échos, et ça m'avait surpris, j'ai vu ça, donc c'est vraiment eux, j'avoue que j'ai regardé très très loin, c'est vraiment le GIEC dans ses équilibres qui est passé sur cette idée message d'espoir, ou c'est une interprétation. Les Échos n'ont pas été le seul d'ailleurs. Je crois que Le Monde a fait aussi un titre à peu près comparable. C'était déjà le cas en fait au dernier rapport. C'est-à-dire que les experts du GIEC se sont rendus compte aussi dans la communication de leurs travaux que les messages alarmistes en fait ne provoquaient pas c'est ce qu'ils auraient souhaité, c'est-à-dire la mise en mouvement et les décisions à la fois politiques du monde économique qui étaient nécessaires. Et du coup, ils ont retravaillé ça. En fait, l'erreur qui avait été commise, c'était que dans des précédents rapports, ils disaient il y a plus que 3 ans pour changer. Et en gros, en fait, ça a amené une sorte de fatalité. Des gens qui réagissaient en disant s'il y a plus que 3 ans, alors tout est mort. Foutu, ouais. Et on est foutu et rien ne sert d'agir. Et donc, depuis, c'est des éléments qui sont beaucoup développés dans le discours scientifique, de dire chaque dixième de degré compte. Et donc, non, le combat n'est jamais terminé. Il faut continuer à agir, même si ce que montre ce rapport, qui est encore une fois la synthèse de 8 années de travaux du GIEC et des experts. Donc, il n'y a rien de nouveau. Ça confirme qu'on est à 1,1 degré. Ça confirme qu'on a près de la moitié de la population mondiale qui est maintenant très exposée et que ça rappelle aussi que la France est particulièrement, alors qu'on s'y attendait pas, mais particulièrement touchée par les effets du changement climatique. Ça rappelle un point qu'il faut tout le temps rappeler parce que c'est quand même très important sur les infrastructures d'énergie fossile où en gros les infrastructures existantes brûlent déjà dans les 10 années qui viennent tout notre budget carbone. Donc on explose tous les chiffres si on ne désinstalle pas ou qu'on n'arrête pas de manière prématurée certaines installations. Et donc, je ne comprends pas cette histoire d'installation. C'est-à-dire qu'en fait, si tu prends aujourd'hui toutes les infrastructures qui existent sur le charbon, le gaz et le pétrole. Donc tu veux dire les mines, les raffineries, voilà. Les oléoducs. Ce qu'elles vont émettre dans les années à venir. Si elles sont utilisées. Si elles sont utilisées. Mais elles sont prévues pour être utilisées. C'est des infrastructures qui tournent. On brûle notre budget carbone. Ouais, donc même plus que ça, puisqu'on brûle 800 alors qu'on a 500 gigas, on fait 1,5 fois ce qu'on a le droit de faire. Donc ça rejoint tout le débat sur Total et ACOP, etc. Ça veut dire évidemment pas faire de nouveaux projets et arrêter de manière anticipée un certain nombre d'infrastructures. Et ça, c'est un élément qu'il faut rappeler parce qu'ils le remettent noir sur blanc et c'est pour le coup très clair. Et donc après, sur ce message d'espoir, en fait, ce qu'on entend, tous les scientifiques, Valérie Masson-Delmotte et tous ceux qui ont participé à ces travaux, ils disent surtout, en fait, on a mis dans ce rapport toute la connaissance scientifique, tout ce qu'on a accumulé sur la science du climat avec ses effets dans les décennies à venir. Et on a mis aussi toutes les solutions qui ont été testés, qui existent, avec leurs coûts, avec des timelines, etc., avec un certain nombre d'éléments. Et le message des scientifiques, c'est de dire, en fait, nous, maintenant, on ne peut vraiment rien faire de plus, quoi. Il n'y a que les leaders économiques et politiques qui peuvent se saisir du sujet et agir. Et c'est vraiment l'enjeu de ce qu'on essaye de faire avec les entreprises aujourd'hui, parce qu'on voit bien qu'en fait, ce message, il a énormément de mal à être assimilé. Parce qu'il est quelque part existentiel, flippant, terrifiant, et il remet en cause tellement de choses dans la manière dont fonctionnent aujourd'hui et les entreprises et les États que c'est super compliqué de passer à l'action, quoi. Bien, parce qu'il a des conséquences, en fait, que tu ne sais pas comment gérer. Bien sûr. C'est aussi bête que ça, tu vois. Voilà. Mais quand tu es un leader politique ou économique, tu as quand même certains leviers sur lesquels tu peux travailler. Et c'est hyper compliqué de le faire soit tout seul dans son secteur, mais c'est là où, en même temps, c'est le cœur du boulot qu'on essaie de faire avec les dirigeants. Nicolas, comment est-ce que tu regardes? Je suis d'accord. Un des points moi, que je trouve très intéressant, c'est effectivement c'est cet investissement. En gros, c'est le stock carbone qu'on peut encore
qu'on peut encore émettre, qui est à 500 gigatonnes en gros. Là, ce qu'on a déjà d'installé comme infrastructure, on va en émettre 800, et ce qu'on a déjà planifié comme investissement en cours, parce qu'on continue d'investir plus dans les infrastructures carbonées en production d'énergie, va en produire 700-800. Donc on est en train de faire 3 ou 4 fois dans les investissements déjà, dans les infrastructures existantes et les investissements en cours, ce qu'on aurait le droit de faire. Et donc le GIEC dit faudrait arrêter. Parce qu'il faut retourner ça et il faut investir 3 à 6 fois plus dans les infrastructures, voilà, et 3 à 6 fois plus très vite. Parce que le problème, et c'est tout le dilemme, je trouve, qu'on connaît bien entre la décarbonation rapide et la décarbonation profonde. En 2050, ils disent on peut y arriver en 2050 à être net zéro. On peut encore y arriver, on n'est pas sur la trajectoire, mais on peut encore y arriver si on investit de manière profonde et massive, rapide. Le problème, c'est que la première étape, c'est ça qui a été mal passé, je pense. La première étape, c'est qu'il faut qu'on atteigne le pic dans 3 ans max. Enfin, dans 2 ans et demi maintenant, parce que c'était à 6 mois qu'ils ont dit 3 ans. Et puis depuis, à chaque fois que les gens disent « Hey, il nous reste 3 ans pour atteindre le... » C'est pas pour tout faire, c'est pour atteindre le pic. Mais si on n'atteint pas le pic et qu'on continue d'investir là comme des malades, qu'on commence pas à agir sur les couches rapides, on n'y arrivera pas. Et pour autant, la partie des solutions, alors moi j'ai fait que le feuilleté, parce que c'est quand même une densité, même la synthèse pour les dirigeants, et plus c'est quand même mis en page comme des travaux de recherche, c'est une catastrophe et tout ça. Donc les digests sont souvent très anglais. Les digests du digest là, sont très anglais par des ONG, par plein de participants au débat public qui essayent de militer pour leur cause. Donc c'est difficile à lire quand même. Mais la partie des solutions, ils disent les solutions sont sur la table. Et ils ont raison. Les solutions sont sur la table. En réalité, on peut y arriver. On peut y arriver, ça nécessite un courage et un investissement assez costaud. Et c'est une certaine rationalité, parce que moi, je trouve qu'investir dans des infrastructures pétrolières qui vont s'amortir sur 40 ou 50 ans, dans le contexte dans lequel on est, c'est quand même le générateur, c'est le producteur d'une incertitude, c'est bad investment, quoi. Alors, à court terme, je vois bien, mais enfin, à long terme, c'est vraiment bad investment. Et les fonds sont d'accord. Ils disent à très long terme, vous êtes complètement tarés, arrêtez de faire ça. Enfin, pas tous, malheureusement. Non, mais tout le monde est d'accord sur le, comme tu dis, voilà, sur le à très long terme. La question, c'est, Pouyanné en a parlé hier devant ses investisseurs, la question, c'est à quel moment est-ce qu'effectivement... Pouyanné, c'est la première fois, je crois, qu'il dit OK, là, on va vers un plateau, et ensuite, ça va décroître. Mais à quel moment est-ce que moi, j'arrête de... Il faudrait aller vers le plateau un peu plus vite, en fait, même beaucoup plus vite. Et il faudrait que quelqu'un lui dise stop, Patrick, sauf que personne ne lui dit stop. Mais personne ne lui dit stop parce qu'il répond. Parce que... 1000 milliards de subventions aux énergies fossiles l'année dernière, dont seuls 10% ont bénéficié aux populations qui pouvaient être réellement impactées par les prix. Voilà, on va le dire comme ça. Oui, même dans ce pays, donc, on a mis 100 milliards de réduction de primes de chapeau au lieu d'investir dans... Et alors que ces 100 milliards, on les met dans de la décarbonation rapide, c'est-à-dire l'isolation des foyers, des aides à l'équipement, dans le changement de mobilité, etc., on fait des efforts considérables. Et donc, on est en train de continuer à faire un peu n'importe quoi de manière collective. Mathieu. Alors, moi, j'ai pas lu dans le détail. J'ai juste lu des digests, donc moi aussi, non. Voilà. Non, mais c'est le message général qui change et c'est intéressant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la partie solution, parce qu'en fait, les solutions, c'est un mix entre de la réglementation, de la fiscalité et aussi des technologies. Et souvent, en fait, dans les rapports du GIEC, ils raisonnent quand même beaucoup à technologie constante. Donc là, il y a quand même un sujet. Je pense que typiquement, ce qui est en train de se passer par rapport aux résultats de la COP26 sur la captation des émissions de méthane, notamment sur les infrastructures oil and gas, il y a plein de choses qui sont en train d'être faites, et parce que les gens se mettent dans un schéma réglementaire qui est imposé. Et ça veut dire que même sur les stocks d'infrastructures existantes, on peut positionner des éléments, des verrues qui vont venir faire de la captation sur que ce soit du CO2 ou sur du méthane. Le méthane étant la solution qui permet d'avoir un impact rapide. Mais donc moi je le vois, on accompagne énormément de clients dans le monde aujourd'hui sur ces sujets de captation. Donc c'est tout à fait possible. Et en plus, il y a des gros gaps, il y a des grosses courbes d'apprentissage technologique sur ces sujets-là. Et moi, ce qui me frappe surtout, en fait, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a aucune pression médiatique. Il y a beaucoup de pression médiatique sur les groupes pétroliers, sur leurs profits, leurs surprofits, etc. Mais personne ne parle de budget de R&D. Tu citais Total, les profits c'est 20 milliards, en réalité un peu plus, mais c'est que 1 milliard de R&D.
c'est que 1 milliard de R&D. Quand tu regardes l'ensemble des Ouais, mais c'est pas son sujet à Total. Son sujet à Total, c'est donner de l'échelle à des technologies qui sont déjà éprouvées. Non, mais Total, ils te permettent derrière, Ouais, mais- sur l'éolien en mer, d'avoir l'ingénierie et de monter massivement Ouais, le d'accord, truc. mais, Quoi, tu vois, voilà. Amazon fait 25 milliards de R&D, quoi, tu vois. Et ce que je Ouais, veux mais dire, pas- c'est que... Non, mais c'est parce qu'il n'y a pas les... C'est pas forcément incompatible, il y a- je suis pas d'accord. Là. Bah, les budgets de R&D, tu prends l'ensemble, nous on est en train de faire une étude là-dessus, sur que ce soit les utilities ou sur le secteur pétrolier, Ouais. les budgets de R&D sont faméliques. Sont faméliques. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'incitation, il n'y a pas de prix au CO2, donc on n'a toujours pas cette incitation-là. La DARPA vient juste de déclarer l'année dernière Donc ça, c'est les que Américains. Les Américains, pour l'innovation de rupture, que le changement climatique, les technologies qui accompagnaient devenaient priorité numéro 2, mais ça date que de l'été dernier. C'est-à-dire que quand même, on voit dans la prise de conscience politique, la traduction sur ça, c'est quand même extrêmement lent. Et moi, à titre personnel, je pense qu'il y a évidemment énormément de champs technologiques qui sont aujourd'hui possibles et qui ne sont pas du tout explorés, que ce soit pour améliorer les infrastructures existantes et pour aussi travailler, évidemment, sur Oui, mais Mathieu, des technologies... regarde, je le racontais la semaine dernière. Je travaille avec une vingtaine de directeurs RSE de grosses boîtes. Les gars te disent, mais notre problème aujourd'hui, c'est quoi la réglementation dans 2 ans ? C'est-à-dire, tu vas lancer des programmes de recherche-développement, tu vas lancer des initiatives appuyées par exemple sur le nucléaire, mais comment sera traité mon investissement dans 2 ans ? Aujourd'hui en Europe, j'en sais rien. Et donc, tu as peut-être effectivement un espoir du côté des États-Unis, parce que ces mêmes directeurs disent on est bien obligé de reconnaître que les Américains, eux, alors c'est maintenant tous azimuts, dès que ça décarbone et dès que c'est sur le territoire américain, allez-y, vous avez des crédits d'impôt, allez-y, c'est parti, etc. Et tout. Donc, sans doute, tu auras là un appel d'air. Mais en Europe, tu te rends bien compte qu'on est encore dans des débats jésuitiques sur savoir quelle est la bonne énergie, quelle énergie. Tu as quand même 4 couleurs pour l'hydrogène, mais c'est quoi cette histoire ? Je comprends l'histoire vert, rouge, jaune, bleu. Mais c'est compliqué d'investir dans ces conditions-là. Tu l'as dit. Oui, c'est on est d'accord. c'est ce que je dis en fait. C'est que tu n'as pas les signaux d'accompagnement pour inciter les entreprises à passer dans ce cap-là. Et c'est pour ça que je citais le budget de R&D de Total, qui de fait est quand même pas énorme par rapport à la taille de la boîte. Et dans les boîtes qui font de l'invention de rupture, dans la pharma ou dans la tech, c'est des budgets à 2 chiffres rapportés au chiffre d'affaires. Dans l'énergie, c'est peanuts. C'est peanuts. C'est sur 170 milliards de chiffre d'affaires, c'est 1 milliard. Enfin, je veux dire, il faut quand même regarder. Et encore dedans, il y a des trucs qui ne sont pas vraiment de la est-ce que R&D. c'est de ça dont tu as besoin, ou est-ce que c'est d'énormes capex pour mettre des éoliennes en mer partout, quoi, tu vois ? Les technologies matures pour décarboner massivement, elles sont là quand même, on les connaît, elles existent. Tu vois. Les éoliennes en mer, nous on travaille dessus par exemple en Écosse. Si tu veux, aujourd'hui, il y a une polarisation des vents qui se fait avec le changement climatique. C'est-à-dire que les vents, soit il n'y en a plus, soit il y a des tempêtes. Ouais, c'est vrai qu'il y a plus eu de vent la crise modéré. du vent. Donc l'Écosse qui a tout misé, une grande partie sur les éoliennes offshore, ils sont vraiment dans le pétrin. Donc ce qui est intéressant, c'est que tu anticipes un peu, tu fais un peu de modélisation climatique, c'est plutôt le solaire quand même, parce qu'on sait quand même. Bon, mais peu importe, j'ai dit les éoliennes en mer, mais peu importe, tu vois, même le solaire. Ouais, mais là tu touches à un autre problème, c'est qu'en fait, le problème c'est que les politiques, ils essayent de s'exprimer sur les technologies, alors qu'ils devraient se positionner sur les objectifs, quoi. T'as raison. Comme pour les moteurs, comme pour les moteurs automobiles. J'allais venir là-dessus, c'est-à-dire qu'en fait, alors évidemment, il faut de l'infrastructure qui accompagne, mais qu'est-ce qu'ils y connaissent, quoi ? Et par exemple, quand on a eu les 3 technologies de vaccins Covid, est-ce qu'ils se sont positionnés sur c'est quoi la meilleure technologie ? Parce qu'en fait, là, ils étaient conscients de leur incapacité mentale à comprendre le sujet. Mais là, on ne sait pas pourquoi ils se positionnent sur les technologies, que ce soit sur les véhicules thermiques ou sur c'est mieux du nucléaire ou c'est mieux de l'éolien, etc. Il faut qu'ils se positionnent sur des objectifs. Et le prix du CO2, là, ils sont légitimes pour se positionner. Mais après, le reste, il faut laisser vivre les écosystèmes pour qu'eux prennent les choses en main. Mais il faut des signaux qui ne sont pas aujourd'hui en place. Yes. Ouais, l'audition de Sarkozy et Hollande sur la commission nucléaire la semaine dernière était assez géniale pour ça. Je sais pas si vous avez regardé, notamment celle de Sarkozy. C'était génial. Du bout de finesse incroyable. Ah ouais, c'était un sketch, mais vraiment, il avait un avis sur tout de comptoir sur, alors dans telle technologie dans l'énergie, elle est bien, elle est pas bien, il faut faire ci, il faut faire ça.
Effectivement, c'est comme ça qu'on pilote la vision énergétique et carbone de notre pays. On essaie de faire à la place d'eux, au lieu de fixer un cadre et un cap, de la sécurité réglementaire avec un objectif un peu fort et qui est vraiment un peu problématique. Les politiques devraient être tech-agnostiques, quoi. C'est ça, et on vivrait. C'est ça, exactement. Après, c'est pas complètement, en tout cas agir autour, quoi. Mais c'est pas se substituer symboliquement aux sachants, à ceux qui font. Et je suis tout à fait d'accord avec la comparaison sur la santé. Elle est assez proche. On a des politiques qui nous disent qu'ils font des décisions fondées sur la science, etc. Mais dans l'énergie, c'est n'importe quoi. Non, et tout le plaidoyer de Sarkozy qui était assez convaincant parce qu'il a fait un show mais incroyable. Et tout en reconnaissant quand même, dire non, mais moi j'ai visité plein de centrales, mais bon, au bout de 2 minutes, je suis largué, quoi. Au bout de 2 minutes, je comprends plus rien. Je dis, ok, donc en fait, tu as soutenu un truc, on dit qu'on ne peut pas lui nier ça, qu'il l'ait soutenu, mais en même temps, reconnaissant qu'il ne saisissait pas quand même toute la nature des enjeux. Si tu veux, Proglio, on va dire son ministre, son réel ministre de l'énergie, sur les premières années, était venu avant pour dire je suis arrivé à la tête d'EDF, on m'a dit c'est le PR. J'ai dit mais on ne pourra jamais construire un truc comme ça, mais on n'a rien d'autre. Ah bon, on va faire le PR. Voilà, donc effectivement. Oui, ils ont lancé le chantier. Oui, non, mais pour dire que, en l'occurrence, les politiques ne sont pas les seuls responsables. Tu as aussi, des entreprises d'énergie qui sont un peu endormies et dont le réveil est difficile. L'autre point qu'il y a dans le rapport du GIEC qui est intéressant, c'est sur la décarbonation rapide. Elle passe beaucoup, la moitié de la décarbonation rapide, c'est des comportements, c'est pas du côté de l'offre, c'est du côté de la demande, c'est du côté de l'isolation des foyers, des mobilités décarbonées de court terme, des switches assez rapides qu'on peut faire assez vite et sur lesquels on peut inciter les gens de manière assez forte. Et là-dessus, on n'est vraiment pas au rendez-vous. Tiens, tu peux pas être au rendez-vous, Nicolas. Tu n'as pas les bras pour le faire. C'est aussi bête que ça, si tu veux. Sur la rénovation. Sur la rénovation. Sur l'isolation, la rénovation. Tu n'as pas les bras pour le faire. Point à la ligne. On peut tous devenir végétariens. On peut tous manger un peu, devenir végétarien. Je pense que ça crée des inconforts identitaires un peu costauds, etc. Mais réduire assez massivement. Non, mais je trouve que la rénovation des loyers, des logements, sujet que je me suis intéressé vraiment de très 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 près. Allez voir une interview avec Benoît Dulac, entrepreneur formidable du système dans ce secteur, qui a d'ailleurs laissé tomber à un moment parce que voilà, c'est plus possible. C'est un très bon exemple des goulets d'étranglement devant lesquels on est, que tu le veuilles ou non. C'est-à-dire, ok, les technos sont là, les solutions sont là, les bras. C'est aussi bête que ça, c'est les bras, c'est même pas le pognon. Mais les plans massifs, le pognon aide les bras, enfin il y a beaucoup de choses quand même, sans donner, ça s'improvise pas, la rénovation globale d'un logement, ça s'improvise pas. Bon, enfin bref. On marque une pause et on se retrouve dans un instant.